Bonjour. Nous sommes très heureux d'accueillir ce matin le Premier ministre de la République d'Islande parmi nous. Nous allons commencer par une déclaration du secrétaire général, puis il passera la parole au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre Thorstein, cher Kristrún, bienvenue dans ce bâtiment au siège de l'OTAN. C'est vraiment un plaisir de vous voir. L'Islande est l'un des 12 membres fondateurs de l'OTAN et depuis 76 ans, vous contribuez à protéger notre paix, notre sécurité et nos valeurs fondamentales, la démocratie, la liberté et l'état de droit. Bien que vous ne disposiez pas de forces armées, l'Islande continue d'apporter d'importantes contributions à notre sécurité commune. Vous exploitez des systèmes essentiels de défense aérienne et de surveillance dans le cadre de la défense aérienne et antimissile intégrée de l'OTAN. Vous fournissez un soutien en tant que nation hôte et des infrastructures critiques pour les forces de l'OTAN, notamment pour nos missions régulières de police du ciel, et vous accueillez régulièrement des exercices majeurs, tels que Dynamic Mongoose, le principal exercice de lutte anti-sous-marine de l'OTAN. Je tiens à saluer les contributions de l'Islande à la dissuasion et à la défense de l'OTAN, non seulement sur le flanc nord, mais aussi dans la région baltique où vous fournissez des experts à nos forces terrestres avancées. Depuis 2016, vous avez considérablement augmenté vos dépenses liées à la défense, doublé votre personnel au sein des structures de l'OTAN et pris des mesures importantes pour renforcer les missions de défense sur votre territoire. L'Islande joue un rôle unique et essentiel dans le Grand Nord, une zone d'importance stratégique croissante. Votre position géostratégique, votre connaissance de la situation et votre expertise opérationnelle sont essentielles à notre compréhension collective de l'évolution du paysage sécuritaire dans la région. Je salue la décision opportune de votre gouvernement de développer une nouvelle politique de sécurité et de défense. Cela renforcera encore davantage notre résilience et notre préparation. Aujourd'hui, la Première ministre et moi-même avons discuté des préparatifs du sommet de l'OTAN à La Haye. Ce sera un moment important pour faire avancer les efforts de l'OTAN afin de devenir plus forte, plus équitable et plus redoutable. Nous devons augmenter les investissements, renforcer l'industrie de la défense et améliorer notre capacité à dissuader et à défendre dans tous les domaines. Nous avons également discuté de la guerre d'agression en cours menée par la Russie contre l'Ukraine. L'Islande est un fervent soutien de l'Ukraine, qu'il s'agisse de la formation du personnel militaire, du soutien au déminage, de l'aide humanitaire ou de l'acquisition d'armes. Vous avez fourni un hôpital de campagne mobile, financé l'initiative humanitaire Grain from Ukraine, et vous vous êtes récemment engagé à augmenter votre soutien à la défense de l'Ukraine avec 14,4 millions d'euros supplémentaires. Vous contribuez également en personnel à la mission d'assistance à la sécurité et de formation de l'OTAN à Wiesbaden. Cela fait une réelle différence et je vous remercie pour vos contributions. La Russie demeure la menace la plus importante et la plus directe pour notre sécurité. Je sais que l'Islande a une fière tradition de nation pacifique et cela rend vos contributions d'autant plus significatives, car pour préserver la paix, nous devons adopter une mentalité de temps de guerre. C'est pourquoi j'apprécie d'avoir à la tête une transatlantiste engagée comme vous, cher Kristrún. Votre leadership envoie un signal fort d'engagement et il renforce notre alliance. Cher Kristrún, merci encore pour votre visite et pour l'engagement durable de l'Islande envers notre alliance. La parole est à vous. Merci. Merci Marc. Je suis très heureuse de pouvoir venir ici. C'est ma première visite à l'OTAN en tant que première ministre de l'Islande. Et c'est une réunion très importante pour nous, à la fois en préparation du grand sommet à La Haye, mais aussi simplement pour renforcer et continuer à renforcer notre relation avec l'OTAN. Nous avons un nouveau gouvernement depuis la fin du mois de décembre et il est important de faire passer le message que ce gouvernement soutient pleinement notre présence au sein de l'OTAN. Nous sommes très engagés et déterminés à poursuivre les relations transatlantiques. L'Islande se trouve évidemment géographiquement à la fois en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Nous entretenons des relations étroites avec l'Union européenne grâce à notre accord sur l'espace économique européen et à notre présence au sein de l'OTAN, mais aussi avec les États-Unis grâce à un accord bilatéral de défense.
C'est pourquoi, chaque fois que je rencontre des dirigeants de l'UE, des dirigeants mondiaux, ou comme aujourd'hui avec Marc, nous parlons de l'importance de cette unité transatlantique et ce sera toujours notre message. Il est également très important pour nous pour moi d'entendre pour le grand public en Islande et aussi pour l'ensemble des membres de l'OTAN qu'il y a une compréhension de la position de l'Islande. Oui, nous sommes un pays sans armée, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de solides moyens de défense ni un rôle à jouer au sein de l'OTAN. Nous sommes entrés comme membres fondateurs avec certains atouts, notre position stratégique, nos infrastructures. Nous faisons de notre mieux pour être un allié solide et, comme vous l'avez dit, nous élaborons et mettons en place pour la première fois une nouvelle politique de sécurité et de défense où nous mettons l'accent sur notre position stratégique spécifique au sein de l'OTAN. Nous sommes prêts à investir davantage dans la défense afin de renforcer nos infrastructures, que ce soit la base aérienne de Keflavik, les ports ou le soutien général en tant que nation hôte. Nous avons également eu des discussions très bonnes et constructives sur la sécurité dans l'Arctique. Nous sommes conscients de notre position dans le Nord. C'est évidemment chez nous. Ce n'est pas seulement une idée conceptualisée, c'est là où nous vivons. L'agression de la Russie envers l'Ukraine est quelque chose qui nous concerne, même si c'est loin, car s'ils gagnent sur le flanc Est, ils pourraient tourner leur attention vers le Nord, là où nous vivons. Donc c'est aussi notre combat. C'est pourquoi nous avons bien contribué à l'Ukraine et lorsque j'ai pris mes fonctions de Premier ministre, notre gouvernement et notre ministre des Affaires étrangères ont mis un accent particulier sur l'Ukraine afin d'aller au-delà de nos engagements envers l'OTAN. Et nous sommes très heureux que vous en soyez conscients, mais nous devons faire davantage. J'entends dire que les préparatifs pour le sommet de la Haye se déroulent bien. Je pense que cela se passera bien. J'ai un avis très positif à ce sujet et je tiens à vous remercier pour tout le travail acharné que vous avez accompli pour l'organiser. Et nous resterons pleinement engagés envers notre relation transatlantique et envers l'OTAN. Merci. 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 Très bien. Et maintenant, nous avons le temps pour quelques questions. Nous allons commencer ici. Le monsieur avec la barbe. Merci. Björn Malmqvist du Service national de radiodiffusion islandais. Monsieur le secrétaire général, vous avez adopté l'idée que les Alliés consacrent 5% du PIB à la sécurité et à la défense, dont 3,5% pour les dépenses militaires directes et 1,5% pour des éléments connexes tels que les infrastructures liées à la sécurité. L'Islande n'a évidemment pas été incluse lorsqu'il est question de dépenses militaires, évidemment parce que nous n'avons pas d'armée. Mais comment voyez-vous la réponse de l'Islande à l'appel pour d'autres investissements, les 1,5% du PIB? Et Madame la Première ministre, l'Islande a-t-elle des projets à cet égard pour augmenter les dépenses conformément à ces propositions qui seront sûrement discutées lors du sommet à La Haye le mois prochain? Oui. Ce que j'entends clairement de la part de l'Islande et aussi lors de mes réunions aujourd'hui, c'est la volonté d'augmenter les dépenses liées à la défense. Donc, dans le contexte que vous avez justement décrit concernant la position de l'Islande, il y a clairement cette volonté d'investir davantage dans les dépenses liées à la défense. Et, comme je l'ai dit, l'Islande joue un rôle très important en ce qui concerne notre dissuasion et notre défense collective, parce que tout ce que fait l'Islande, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans mes remarques introductives, mais tout y est. Et je pense que, en tant qu'alliance, nous apprécions énormément la contribution de l'Islande. Et lorsqu'il s'agit du Grand Nord, de l'Arctique, bien sûr, l'Islande est l'un des 7 alliés de l'OTAN dans le Grand Nord, dans l'Arctique. Le seul autre pays, c'est la Russie. Donc 8 pays, dont 7, sont membres de l'OTAN et l'Islande y joue aussi un rôle de plus en plus important. Mm-hmm. Oui, je veux dire, nous avons eu ces discussions au sein du gouvernement. Il n'y aura pas de changement structurel dans la façon dont nous dépensons notre argent. Il est plus logique pour nous de continuer à renforcer ce dans quoi nous sommes déjà performants, à savoir l'investissement et les dépenses liées à la défense, et d'être un bon allié en fournissant des infrastructures aux autres pays de l'OTAN. Nous voulons vraiment intensifier nos efforts. Il y a une volonté au sein du gouvernement de le faire. Nous examinons le seuil de 1,5%, comme vous l'avez mentionné, en ce qui concerne ce type d'investissement. Mais nous avons également constaté que des fonds sont alloués directement aux dépenses liées à la défense et cela va augmenter. Mais notre principal atout sera dans les dépenses et investissements connexes.
Nous avons mis en place un système de défense aérienne. Nous soutenons la surveillance aérienne. Comme Marc l'a dit, en ce qui concerne l'Arctique, c'est un domaine où nous devons nous engager davantage. C'est notre territoire. Nous devons être impliqués en Arctique et avoir notre mot à dire et ne pas laisser d'autres décider à notre place. Donc je vois aussi beaucoup de possibilités qui en découlent, même si nous sommes dans une situation où cela est également géré un peu dans une logique de menace. Il y a encore des possibilités de développement en Islande également. C'est donc un sujet que nous étudions. Nous aurons des points concrets à présenter lors du sommet de la Haye et aussi dans le cadre de nos futures revues budgétaires. D'accord. Oui, monsieur. Bonjour, Anders Böringbo, de la radiodiffusion norvégienne. Vous avez parlé du Grand Nord et de l'Arctique, donc ma question porte sur le Groenland. Alors, monsieur le secrétaire général, quelle est votre opinion sur le souhait de Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland? Eh bien, comme vous le savez, j'étais en visite en Norvège jeudi dernier à l'invitation du Premier ministre, du ministre de la Défense et du ministre des Affaires étrangères. Nous avons passé une excellente journée, mais c'était aussi cela m'a également beaucoup aidé à mieux comprendre toute la situation dans l'Arctique. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ces 7 pays, cela inclut les États-Unis et le Canada, et bien sûr l'Islande, la Norvège, la Finlande, la Suède et le Danemark via le Groenland, travaillent tous de plus en plus collectivement ensemble et ils ont demandé collectivement à l'OTAN de s'impliquer progressivement davantage, par exemple en ce qui concerne l'organisation ou encore par exemple la collecte de renseignements, etc. Donc je pense que c'est très positif. Et ce que le président Trump a dit à propos de l'Arctique, également de manière générale, la question de la Russie et de la Chine qui s'impliquent de plus en plus là-bas, qui renforcent leur système de défense, le fait que les routes maritimes s'ouvrent désormais, le point qu'il a soulevé, un point très concret qu'il a évoqué à propos des brise-glaces. Nous n'avons pas suffisamment de capacité en brise-glace au sein de l'OTAN potentiellement, donc nous devons nous pencher sur cette question. Donc, pour que l'OTAN s'implique davantage, que les 7 pays travaillent vraiment ensemble, avoir demandé à l'OTAN oui, être aussi une sorte de plateforme de rassemblement et de coopération, etc. Donc, je pense que c'est très positif. Puis-je juste faire un commentaire rapide à ce sujet? Je veux dire, en dehors du point évident, qui est qu'il faut respecter le droit international et en quelque sorte, le droit international aussi, il faut s'y conformer dans le Grand Nord également. Et c'est une conversation que nous, qui vivons dans le Nord, devons expliquer aux autres. Il y a aussi des règles et des lois dans le Grand Nord. Je pense que avec cette discussion ou avec cette attention portée par le président américain, il y a maintenant un accent mis sur la sécurité dans le Grand Nord et la sécurité dans l'Arctique. Et cela nous a tous fait réfléchir, car les nations de l'Arctique ont voulu garder cette région comme une zone de faible tension. Et vous savez, dans un monde parfait, cela continuerait d'être une zone de faible tension, mais nous devons faire davantage en matière de sécurité. Nous en sommes conscients. Cela concerne le Danemark. Cela concerne directement le Groenland. Cela concerne l'Islande. Cela concerne aussi le Canada. Et c'est pourquoi nous avons de plus en plus de dialogues, de discussions sur ce que nous pouvons faire de plus. Donc nous intensifions aussi nos efforts en conséquence. Et donc, il y a un aspect positif dans toute cette discussion, même si le message de l'Islande est clair, respecter le droit international. L'avenir au Groenland appartient aux Groenlandais. Cela a aussi mis davantage l'accent sur la sécurité dans le Nord et cela, c'est aussi une chose positive. Merci. Très bien. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints et passez une bonne journée. Merci. Merci.